À quoi l'Afrique en général et les bassins du Congo ainsi que la RDC en particulier peuvent-ils s'attendre à l'issue de travaux de la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique qui s'est tenue à Glasgow en Écosse? Votre magazine a poussé la réflexion et tente d'y répondre. Des infrastructures de haute facture sont en construction à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Sur le terrain, le constat est plus que satisfaisant tant du côté des habitants que des notabilités de cette province. Et puis, réajuster certaines procédures et pratiques douanières touchant aux produits pétroliers, voilà les mobiles de la visite du numéro 1 de la douane congolaise à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Jean-Baptiste Kongolo Kabilamuchi a mis à profit son séjour louchois pour visiter un échantillon des installations de cette province douanière. Le développement de ces titres et tant d'autres, c'est dans le corps de ces magazines Fiscalité et Développement que vous présente Lambert Yuma Ramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Fiscalité et développement que nous avons le réel plaisir de vous présenter. 12 jours ont suffi aux négociateurs de l'Organisation des Nations Unies pour discuter sur comment réduire les émissions de gaz à effet de serre et maintenir ainsi le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius de température, tel que convenu dans l'accord de Paris sur le climat conclu lors de la COP21 tenue en France en 2015. À quoi l'Afrique en général et le bassin du Congo ainsi que la République démocratique du Congo en particulier peuvent-ils s'attendre à l'issue de ces travaux de la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique qui s'est tenue à Glasgow en Écosse? Suivez les réflexions de votre magazine dans ce commentaire de Ruben Siakiyonga Mayoni. Ils étaient près de 200 ces négociateurs climat venus de toute la planète lors de la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP26, tenue du 1er au 13 novembre 2021 à Glasgow en Écosse. Objectif, tenter d'arracher un accord qui satisfasse le plus grand nombre pour réduire drastiquement les dérèglements climatiques. Maintien du réchauffement climatique en dessous de 2 degrés voire 1,5 degré Celsius, réduction des émissions de gaz à effet de serre, sortie des énergies fossiles, mais surtout aide de 100 milliards de dollars américains par an aux pays pauvres qui subissent les effets des changements climatiques, l'un des sujets délicats dans la recherche d'un accord à Glasgow quand les pays riches refusent de payer les dégâts de la crise climatique. Lors de cette COP26, les dirigeants africains ont rappelé que le continent n'est pas responsable du réchauffement climatique, demandant ainsi aux États pollueurs de verser davantage d'argent pour assurer la transition énergétique du continent. C'est le cas des 8,5 milliards de dollars américains promis à l'Afrique du Sud pour abandonner totalement le charbon duquel dépend son économie, du 1,5 milliard de dollars américains promis au bassin du Congo pour protéger ses forêts, ou encore du deuxième accord de 500 millions de dollars américains conclu entre la République démocratique du Congo et l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI. Mais comment protéger les forêts du bassin du Congo si les alternatives ne suivent pas? C'est la raison même de l'impérieuse nécessité d'octroyer des fonds climat pour financer les projets de développement en faveur de communautés locales et peuples autochtones qui vivent de et dans la forêt, premier protecteur des écosystèmes forestiers. Dans le cadre de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, la COMIFAC, les pays membres du bassin du Congo partagent la vision d'un avenir durable. À cet effet, ils focalisent leurs efforts sur l'amélioration des conditions de vie de leur population. Dans le but d'assurer
que ces populations ne contribuent pas à dégrader les ressources forestières, les solutions alternatives leur proposées sont l'agriculture écologique, la production de l'énergie propre et durable, ainsi que la préservation des droits des communautés locales et des peuples autochtones. Les gouvernements doivent faire preuve de l'ambition nécessaire en matière d'atténuation, d'adaptation et de financement de manière équilibrée, et ils ne peuvent pas se contenter du plus petit dénominateur commun, a déclaré Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. L'accord prévoit de mettre fin au financement des projets d'exploitation des énergies fossiles, principale source du réchauffement climatique, une accélération des révisions des réductions d'émissions, à en croire Alok Sharma, président de la COP26, volonté affichée même par le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo, comme pays solution, porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. Fidèle à cette ambition, la République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en la portant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Lancer un programme visant à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Élargir notre mix énergétique en combinant l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, etc. Le plan national stratégique de développement ainsi que les politiques publiques sectorielles qui en découlent se fondent sur cette vision. Par ailleurs, la protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones est capitale. Nous nous engageons à en tenir compte dans notre stratégie d'industrialisation, d'investissements agricoles et dans la gouvernance forestière. La réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbières, cristallise la volonté claire de mon pays à conserver les forêts des communautés locales et à garantir les droits des peuples autochtones. John Kerry, l'envoyé américain pour le climat, a déclaré que continuer à dépenser de l'argent pour subventionner les énergies fossiles est une folie. Accord ou pas, décision de clôture ou pas, nul ne peut nier aujourd'hui les effets néfastes du changement climatique à travers la planète. Ainsi, de nombreux pays ont fait et font pression pour renforcer l'appel à maintenir en vie l'objectif de 1,5 degré Celsius de réchauffement de la planète et à faire preuve de plus d'ambition en matière de financement climatique pour prétendre à une planète vivable et décarbonée. Et la justice climatique doit être démise. Cet élément environnemental nous amène à vulgariser les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant de ces secteurs, des recettes encadrées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, la DGRAD. Ruth Kambaji pour la lecture. Voici les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant du secteur de l'environnement sous l'encadrement de la DGRAD, conformément à l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. La taxe est sur le permis d'exploitation des produits et sous-produits de la faune sauvage, capture, abattage, importation, exportation ou réexportation, et de la flore sauvage, récolte, exportation d'espèces végétales ligneuses et non ligneuses, grumes et bois sciés. La taxe est sur les certificats de légitime détention des produits de la chasse, animaux totalement ou partiellement protégés, autres animaux, trophées. La taxe est sur les installations classées des catégories 1A, parmi lesquelles la taxe d'implantation, la taxe rémunératoire annuelle et la taxe de pollution.
les taxes à l'exportation sur délivrance d'un certificat phytosanitaire et sur délivrance des certificats d'origine, la quotité du trésor public sur la taxe des déboisements, les permis des coupes de bois industriels, la redevance sur superficie concédée, la taxe d'inventaire et des reconnaissances forestières, la taxe d'homologation d'une organisation non gouvernementale nationale et internationale, et enfin, la taxe sur la délivrance d'une autorisation d'achat, de vente ou d'exploitation de bois d'œuvre. Voilà les droits, taxes et redevances du pouvoir central relevant du secteur environnemental sous l'encadrement de la DGRAD. De la DGRAD à la DGDA, il n'y a qu'un pas. Le directeur général des douanes et accises a séjourné à Lubumbashi la semaine dernière dans le cadre de réajustement de certaines procédures et pratiques douanières touchant aux produits pétroliers. Jean-Baptiste Kongolo Kabila a mis à profit son séjour le choix pour visiter un échantillon des installations de cette province douanière. La caméra de fiscalité et développement, fidèle à sa mission, n'a loupé aucune étape de cette mission d'inspection dans le chef-lieu du Haut-Katanga, du numéro 1 de la Direction générale des douanes et accises. Suivez. Chaque jour, vous arrivez à quelle heure? C'est à 8h30 et puis on sort à 15h, 16h. Bon, et lorsque vous arrivez le matin, quel est votre premier rôle? C'est pas celui de constater si le stock n'a pas bougé? Non, le matin, on change le temps. On change le temps. Oui, oui. Donc jusque-là, vous trouvez que la situation se veut normale? Non. Pourquoi elle n'est pas normale? Parce qu'il y a eu des sorties. Il y a eu des sorties, mais qu'est-ce que vous faites quand il y a des sorties que vous n'avez pas contrôlées? Mal à la tête, c'est comme ça que l'on l'appelle ici. Jean-Baptiste Kongolo Kabila ne sait peut-être pas. Ce sobriquet que les douaniers lui collent est tout simplement la résultante de toutes ces actions dictées par la ferme rigueur qui caractérise cet homme. Le directeur général des douanes et accises voudrait toujours tout savoir, tout comprendre du fonctionnement des opérations douanières ou accisiennes dont il est le premier responsable. Et ainsi, comparer ce que les rapports qu'il reçoit à Kinshasa disent et ce qu'il vit sur terrain, et si tout est conforme. Et souvent, plusieurs sanctions accompagnent ces missions d'inspection à l'intérieur du pays. Désormais, là, rien ne peut plus sortir sans avoir payé, c'est-à-dire le paiement. Après donc le vent qui a secoué le Katanga autour des produits pétroliers et qui a occasionné un bouleversement à la DGDA Katanga, c'est donc accompagné du ministre national des hydrocarbures que le DG de la douane a fait le tour des quelques entrepôts de Lubumbashi. Il s'est agi de passer au peigne fin toutes les procédures propres aux produits pétroliers. Objectif, corriger les imperfections en termes de contrôle de la conduite en douane à la mise en consommation après, bien entendu, liquidation et paiement. Accompagné du directeur provincial d'intérim de la DGDA Katanga et du sous-directeur de la brigade notamment, le premier des Gablous a donné des instructions fermes pour qu'aucun franc dû au trésor public n'échappe au filet de la DGDA Katanga. Kongolo Kabila ne s'est pas limité aux produits pétroliers. Il a visité les installations de l'entrepôt public ville. Ici, l'autorité douanière a déploré la lenteur à la résolution des contentieux et donc le laxisme quant au déclenchement de la procédure des ventes publiques des marchandises saisies. En effet, beaucoup de produits sont avariés et occasionnent ainsi une perte pour l'opérateur économique, une perte pour la douane, mais aussi une perte pour le trésor public. Ordre a donc été donné pour que, dans le strict respect de la loi, soient évacuées toutes les vieilles marchandises encombrantes et saisies depuis des lustres, ceci avec pour effet escompté de voir décongestionner l'aire de stockage ainsi que l'entrepôt. Un autre domaine a retenu l'attention du directeur général. Il s'agit de la problématique du carence en scellé électronique. Un dossier qui avait déjà amené à Kasumbalesa, à 120 km de Lubumbashi, une semaine auparavant, le directeur provincial de la DGDA Katanga.
savez que je viens d'être nouvellement désigné par Monsieur le directeur général de la DGDA pour assumer les fonctions de directeur provincial à l'intérim. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu voir quelques problèmes, essayer de comprendre certains problèmes qui se posent à la douane, notamment les problèmes de scellés électroniques pour lesquels on se retrouve presque à tout moment en rupture de stock. Jean-Baptiste Kongolo Kabila a donc touché du doigt les réalités sur terrain depuis la salle des machines de contrôle et de suivi des cargaisons. L'inspecteur Loété a fourni des explications sur certains désagréments en matière de gestion de scellés électroniques qui empêchent la maîtrise de toutes les données du flux d'importation et parfois d'exportation. En attendant certains réaménagements d'ordre structurel, le répondant de la douane congolaise a pris des dispositions pour qu'aucun camion n'échappe au contrôle. C'est au bout de cette inspection que l'autorité douanière a échangé avec les cadres des agents de la DGDA, leur inculquant sa philosophie de travail liée aux circonstances actuelles. C'est donc un ouf de soulagement que Kongolo Kabila soit rentré à Kinshasa sans faire usage de l'épée de Damoclès, comme qui dirait. Plus de peur que de mal. Restons encore à Lumbashi pour évoquer cette fois-ci la visite de courtoisie rendue au gouverneur de province du Haut-Katanga par le nouveau directeur provincial des douanes du Katanga. Quel est le contenu du message du patron de douane du Katanga au sortir de l'audience auprès de Jacques Kaboula? Augustin Baogoré donne les réponses dans cet extrait de l'interview accordée à votre magazine. Il a plu aux autorités de la DGDA, Monsieur le directeur général Kongolo Kabila, de porter son choix sur ma modeste personne pour assumer les fonctions de directeur provincial à l'intérim, à la tête de la DGDA Katanga. Et comme il est de coutume, quand on commence ses fonctions, on présente les possibilités à l'autorité provinciale. Mais malheureusement, il s'est fait que lorsque nous avons procédé à la remise reprise, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, était à Likasi et à son retour, il est parti à Kinshasa. Nous n'avons pas eu le temps de lui présenter les civilités avant la prise de nos fonctions. Voilà pourquoi nous avons sollicité qu'on puisse être reçu par son Excellence aujourd'hui afin de lui présenter les civilités. Bon, notre mandat, il est placé toujours, vous savez, la mission principale de la DGDA, c'est la mobilisation des recettes. C'est une mission fiscale, en dehors des missions économiques et sociales, mais la mission principale, c'est la mission fiscale, qui consiste en la mobilisation maximale des recettes de l'État, que le gouvernement attend pour matérialiser la vision du chef de l'État, qui est d'avoir un Congo prospère, un Congo où il fait bon vivre. Payer l'impôt est un devoir civique. Tous les contribuables, personnes physiques ou morales, sont donc priés à s'acquitter de leurs obligations concernant l'échéance fiscale du 15 novembre en faisant un dépôt de déclaration et paiement de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR en sigle et de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié IRE. Il s'agit également de faire le dépôt de la déclaration et paiement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, ainsi que le dépôt de la déclaration et paiement de l'impôt mobilier, sans oublier le dépôt de la déclaration et paiement de l'impôt professionnel sur les sommes payées en rémunération de prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales non établies en République démocratique du Congo. Yandé, comme je l'ai toujours dit, je n'aime pas de problème avec l'État. As-tu apprêté tous les documents sur la déclaration d'impôt pour que j'aille payer? C'était seulement ici.
Mais c'était seulement ici. Où est-ce que c'est parti? Est-ce que ça a pris les jambes pour aller où? Yandi, si tu ne me les retrouves pas, tu es viré. Hein? Viré. Moi, je n'ai pas de chance, vraiment. J'étais parié. Warok. Certaines personnes cherchent des problèmes avec les gens. Moi, je suis un patriote. Je me démerde pour payer l'impôt afin de contribuer au développement de mon pays et d'être à l'aise dans mes affaires. Voilà maintenant que cet énergumène des travailleurs a perdu tous les documents sur la déclaration de l'impôt. Oh, mais comment ça? Alors, dis-moi, est-ce que ce document avait un code barre? Code barre? Moi, je n'ai pas de terrasse. Non, ce n'est pas pour la terrasse. C'est pour cette alimentation MB. Ce n'est pas le bar de la terrasse, mais plutôt code barre. Désormais, tous les documents de déclaration d'impôt doivent avoir un code barre contenant un numéro de série. Ah bon? Oui, ce qui atteste que la DGI vous reconnaît et donc l'argent va entrer dans la caisse de l'État. Mais maintenant, cette déclaration, avec le code barre, on va l'attraper où? Pour l'obtenir, c'est simple. Il y a 3 possibilités. Avec votre smartphone ou ordinateur, tapez sur www.dgi.gouv.cd. Cliquez sur déclaration sécurisée. Enfin, choisissez la déclaration qui convient à l'impôt à payer. Ou encore, rendez-vous auprès des services gestionnaires et demandez une déclaration avec code barre. Avec ça, le pays va se développer. Ah, tu vois, hein? Et troisièmement, les entreprises qui font la télédéclaration peuvent continuer avec ça. Télédéclaration? Oui. Là, ce n'est pas moi. Oh, non. Attention, la déclaration est unique et ne peut être utilisée pour le prochain paiement. Message de la DGI, Direction Générale des Impôts. Dans le cadre de l'appui à la réforme de l'administration publique dans les ministères et services publics pilotes, qui est la composante 1 du PRAP, le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique appuie les activités de la Direction générale des ressources humaines, DGRH. C'est la raison même de la réflexion de l'aile 2 du 3e niveau du bâtiment administratif de la fonction publique qui abritera les bureaux de la DGRH et en son sein le service d'archivage moderne. À cet effet, un mouvement de déplacement des documents des anciens bureaux vers les nouveaux est prévu pour ce lundi 15 novembre 2021. Il est donc prévu la mise en place du système d'archivage en vue de reconstituer les dossiers individuels de l'ensemble des fonctionnaires de l'État. Il est également prévu pour les agents commis aux archives des formations de renforcement des capacités dans le cadre de la mise en place de ce nouveau système. Toujours au PRAP, un renforcement des capacités des agents du service de la direction de la base de données
des agents de l'État et du recensement des BDR va débuter ce lundi 15 novembre et ira au 23 décembre 2021. Cette séance portera sur l'utilisation des matériels informatiques livrés par la conception et fabrication, si c'est par ordinateur CFAE en sigle. Ces matériels informatiques ont été acquis depuis 2015 pour appuyer le processus de réforme de l'administration publique initié par le gouvernement congolais en vue de permettre la mise en place du fichier de référence du personnel de l'administration publique avec l'appui financier de la Banque mondiale via le projet de réforme et des rajeunissements de l'administration publique PRAP. Ce matériel va non seulement améliorer le travail des fonctionnaires, mais aussi et surtout contribuer à la digitalisation de la fonction publique. Semaine toujours chargée pour le commandant des guerriers Jean-Michel Sama Lukonde Kingé qui a traité beaucoup de dossiers d'intérêt national durant la semaine qui vient de s'achever. Le commentaire de la semaine du Premier ministre est signé Priskasekana Kinzonzi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu une séance de travail le lundi 8 novembre 2021 à l'hôtel du gouvernement avec une délégation du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Au centre de leur entretien, les questions de la paix dans l'est de la RDC, avec comme clé de voûte l'ensemble des articulations du régime des sanctions, dont la question de l'embargo sur les armes, les sanctions individuelles sur le gel des avoirs, la limitation ou l'interdiction des circulés pour ceux qui sont frappés par ces sanctions. Ils ont aussi échangé sur la question de l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC avec un satisfecit pour l'offensive diplomatique très concluante lancée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au niveau de la sous-région pour mettre fin à ces fléaux. Nous avons évoqué la question de l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC en nous satisfaisant de l'offensive diplomatique très concluante qui a été lancée par le président Félix Tshisekedi au niveau de la sous-région, parce que fondamentalement en tant que comité et en tant que conseil de sécurité, nous sommes convaincus que quelles que soient les politiques vertueuses qui vont être entreprises à l'intérieur de la République démocratique du Congo, tant que les pays du pourtour ne respecteront pas leurs propres obligations, les résultats ne seront pas probants. Accompagné du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, Antonio Pedro, secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a été reçu le mardi 9 novembre 2021 à la primature par Jean-Michel Sama Lukonde Kingé, avec qui les échanges ont tourné autour de l'organisation du 24 au 25 novembre prochain par le ministre de l'Industrie d'un business forum consacré au développement d'une chaîne de valeur et d'un marché dynamique pour les batteries, véhicules électriques et énergies renouvelables en Afrique. Nous avons partagé des indicateurs très importants qui confirment la position, l'avantage comparatif de la RDC au niveau de la production de précurseurs des batteries. Ça veut dire que selon les chiffres que nous avons déjà, et qui seront partagés avec le gouvernement aujourd'hui, lorsqu'on va faire la présentation du rapport de Bloomberg, la RDC peut produire les précurseurs des batteries 3 fois moins cher que les États-Unis et la Chine, et 2 fois moins cher que la Pologne. Donc ça veut dire que la RDC est bien positionnée, et stratégiquement bien positionnée pour la transition énergétique qui préoccupe tout le monde. La mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la stratégie régionale des Nations Unies, voilà sur quoi s'est entretenu l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Wang Xian, et le Premier ministre le mercredi 10 novembre 2021.
Au sortir de l'audience, le diplomate onusien a déclaré venir écouter le Premier ministre sur les priorités identifiées et retenues par le gouvernement de la RDC autour de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et surtout de la stratégie régionale des Nations Unies et son plan d'action afin de mieux identifier les priorités à retenir pour l'année 2022. La stratégie régionale a été élaborée à l'issue d'une consultation, d'un processus de consultation très large et basé sur une bonne écoute. Nous avons identifié une 50aine de priorités dans cette stratégie. Ce que nous constatons, c'est une adhésion générale, complète des pays de la région des Grands Lacs, notamment de la RDC, à ces priorités. Depuis juin dernier, nous nous sommes engagés dans la mise en œuvre de son plan d'action. Aujourd'hui, il est temps de faire un premier bilan pour mieux cibler notre travail pour l'année 2022. Et ce que je constate, c'est que le Premier ministre est pleinement d'accord avec cette approche. Préoccupé au plus haut point par la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a réuni le jeudi 11 novembre 2021 à l'hôtel du gouvernement les caucus de députés nationaux des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, présentement en état de siège décrété par le chef de l'État. Un moment important pour le chef de l'exécutif national d'écouter personnellement le représentant légitime des populations de ces deux provinces riches en ressources naturelles et qui ont grandement besoin de la paix pour le valoriser et le mettre au profit de communautés locales. Dans les soucis de résoudre la question des pénuries en eau potable dans la mégalopole Kinshasa, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a procédé au lancement officiel du projet des développements multisectoriels et de résilience urbaine de Kinshasa dénommé Kin Elenda, financé à hauteur de 500 millions de dollars américains par la Banque mondiale. La population, c'est d'abord qu'elle soit rassurée que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est très soucieux justement de sa condition sociale. Le projet Kin Elenda, un projet fait avec la Banque mondiale et de grande envergure, parce qu'une fois que le projet sera terminé, toutes les 3 phases, ça sera pour au moins un tiers de la desserte en eau de la ville province de Kinshasa, avec une capacité de 330 000 m3. Et donc nous on est très enthousiastes, très heureux d'être ici ce jour pour répondre à une question sociale qui est très attendue par la population ici à Kinshasa. Nous espérons que nous aurons d'autres types de projets de cette envergure sur le reste bien sûr de la République. Et nous en tant que gouvernement, nous allons nous assurer du suivi de cette impulsion qui est venue de son Excellence Monsieur le Président de la République et être à côté des travaux qui vont se mener jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur terme. D'une durée de 2 ans, le projet Kin Elenda vient également renforcer la résilience de la capitale congolaise aux inondations et autres catastrophes, tout en améliorant l'aménagement du territoire, les infrastructures urbaines, le service et la modernisation des établissements informels. Rendons-nous dans le Congo profond pour parler de la construction et de la réhabilitation des infrastructures de base dans le Kasaï oriental, précisément à Mbuji-Mayi. En tout cas, l'évolution des travaux est plus que satisfaisante, comme vous pouvez vous en rendre compte dans ce reportage commenté par Ruben Mayoni. Mbuji-Mayi, capitale du Kasaï oriental. Des infrastructures de haute facture sont en pleine construction et ou réhabilitation grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le cadre du programme présidentiel d'urgence de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités dans le Grand Kasaï. Sur le terrain, le constat est plus que satisfaisant, tant du côté des habitants que des autorités et notabilités de cet espace. À l'école primaire du 4 janvier par exemple, la fondation est déjà visible, les toitures des autres bâtiments en réhabilitation reçoivent déjà leur tôle.
Mêmement pour l'école Kalinda Mudishi où le mur de clôture est en pleine finition, les murs des autres bâtiments sont en cours de crépissage. Du côté du Centre provincial de transfusion sanguine, une autre satisfaction enregistrée car les fondations des bâtiments devant abriter la réanimation, la kinésithérapie et la morgue sont déjà sorties des terres. À l'hôpital de la Mouya, 2 grands bâtiments attendent toiture et fenêtres, pendant que pour d'autres, les fondations sont également visibles. Sur place, Monseigneur Bernard Kassanda, évêque de Mbujimayi, affiche sa satisfaction quant à l'évolution des travaux. Je constate que tous les chantiers, avec ceux qui y sont, ils ont le cœur à l'ouvrage. On les voit en train de travailler, on les voit actifs. Il n'y a personne qui chôme. Et ils ont le souci d'aller dans le délai qui leur est donné. Et avec tout cela, ça me donne une très belle impression. Il y a un délai, nous sommes impatients. Pour l'école, on attend, on est en train de construire pendant l'année. Les élèves ont besoin de récupérer et de retrouver leurs installations, leur école. On a besoin de respecter les délais qui ont été donnés pour que cela soit effectif. Pour l'hôpital, les patients sont là, ils sont patients, mais ils ont besoin d'un cadre. En recommandation, qu'ils travaillent comme ils ont commencé et qu'ils aient le souci de terminer dans les délais ou même plus tôt que prévu pour satisfaire à la population qui attend impatiemment ces ouvrages. Nous ne pouvons que féliciter les chefs de l'État pour avoir pensé de faire quelque chose chez nous. Et nous remercions aussi les bailleurs qui est FPI, qui a accompagné, qui a voulu céder ces allocations pour que le travail se fasse. Ces travaux sont suivis de loin par les bénéficiaires. À des milliers de kilomètres de là à Kinshasa, la synergie des notables et associations du Grand Kasaï a l'œil grandement ouvert sur l'évolution des 10 travaux. Le sénateur Denis Kambaye, élu du Kasaï central et président de la synergie de notables et associations du Grand Kasaï, est venu s'assurer de l'évolution des travaux de construction, réhabilitation et modernisation des infrastructures du Grand Kasaï. Reçu vendredi 12 novembre 2021 par Jean-Claude Kalinga, directeur général AID du Fonds de promotion de l'industrie, l'honorable Denis Kambaye a reçu toutes les explications auprès du patron du FPI sur ce qui est en train d'être fait dans cette partie du pays sur financement du FPI afin d'accompagner la vision du chef de l'État axée sur la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Plusieurs projets d'infrastructures structurantes dans l'éducation, la santé, l'énergie, l'hydraulique, les routes et bien d'autres sont ouverts. À l'issue de plusieurs voyages et réunions entre le FPI et les partenaires égyptiens sanctionnés par la signature des contrats pour l'exécution de ces travaux. Satisfaction du sénateur après les échanges et acharnements contre tous ceux qui véhiculent des informations mensongères afin de distraire l'opinion. Je devais venir à la source m'enquérir de l'évolution des travaux sur terrain dans l'espace du Grand Kasaï. Je devais lier ce que nous avons fait et observé sur terrain avec ce qui s'est fait et ce qui doit se faire au niveau de l'espace du Grand Kasaï. Un seul mot, que le fils et fille du Grand Kasaï garde l'espoir et de ne pas s'agiter par rapport à tout ce qu'il y a comme communication dans des réseaux sociaux par ceux qui sont en train de vouloir vendre la mauvaise image des institutions de la République sur les travaux qui se font dans l'espace du Grand Kasaï. Voilà l'essentiel de notre échange et j'ai des assurances que dans les jours qui viennent, les travaux qui démarrent, bien sûr, et qui ont déjà démarré dans l'espace du Grand Kasaï, notamment en Mbujimayi. Et à Kananga aussi, d'ici là, pour la grande route de plus de 180 km qui va relier Kananga à Mbujimayi, sans parler du port d'Ndomba et d'autres aspects des hôpitaux et des écoles en construction en Mbujimayi, puissent continuer à croire que dans les jours qui viennent, tout cela deviendra une réalité. Si on peut rester serein et unis comme un seul homme, dans l'unité qu'on peut reconstruire notre espace du Grand Kasaï. Cette prise de position du président de la synergie des notables et associations du Grand Kasaï et coordonnateur des sénateurs élus de l'espace du Grand Kasaï, membre de l'Union sacrée, témoigne l'engagement et le soutien des élus du Kasaï pour la bonne réalisation de ces différents projets de construction et modernisation des infrastructures dans le Grand Kasaï. Dans un autre registre, signalons que l'entreprise égyptienne Hassan Alam, qui va construire la centrale photovoltaïque de 10 MW à Chipuka dans la périphérie de Mbujimayi, est déjà à pied d'œuvre. Ces ingénieurs se sont déployés sur le terrain pour les derniers réglages avant le début effectif des travaux
annoncé pour le mois de décembre prochain. Ces ingénieurs égyptiens accélèrent sur le processus technique, la logistique et les planifications avec le prélèvement des coordonnées géographiques des différents points délimités à l'ensemble du terrain d'une superficie de 83 hectares en plein aménagement. C'est sur base de ces prélèvements topographiques que le choix de la zone d'implantation du champ solaire sera fait. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Retour à Kinshasa pour prélever la température des grands marchés de la capitale congolaise en jetant un regard sur les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 13 novembre 2021. Naomi Makwela pour les détails. Ces tours d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation s'ouvre avec les poissons salés, communément appelés ambassades, dont le coût d'un carton de 9 kg est resté stable depuis la semaine passée. Il se vend à 110 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché Ziguida et Gambela, le prix revient à 112 000 francs congolais. Et enfin, au marché Matete, pour avoir ce même carton de poissons salés ambassade, il faut décaisser 109 000 francs congolais. Côté légumes, le feuille de patates douces, connu populairement sous le nom de Matembele Bangui, très prisé par les consommateurs quinois, le prix d'une botte est à 500 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zikida, Gambela et Matete. Concernant le prix d'un sac de semoule de maïs jaune, il n'a pas changé d'une semaine à une autre sur le principal marché de la ville de Kinshasa. Il se négocie à 32 500 francs congolais au marché de la Liberté, 32 000 francs congolais, c'est le prix observé au marché Zikida, 31 600 francs congolais au marché Gambela et enfin 32 000 francs congolais au marché Matete. Pour les cossettes de manioc en provenance du Kwilu et du Congo central, le prix d'un sac a connu une hausse sur les différents marchés de la capitale congolaise. Au marché de la Liberté, le coût de ces produits est passé de 105 000 francs congolais à 115 000 francs congolais. Au marché Ziguida, de 115 000 francs congolais à 120 000 francs congolais. Au marché Gambela, le sac de cossettes de manioc se vend à 117 000 francs congolais. Et au marché Matete, le prix de cette denrée qui coûtait 110 000 francs congolais se négocie présentement à 120 000 francs congolais. La hausse de prix de ces produits s'explique, selon le vendeur, par l'état de délabrement des routes causé par de pluies. Une situation qui ne facilite pas la tâche aux camions pour l'évacuation de produits des zones de plantation vers les centres de consommation. D'où l'urgence d'accélérer avec les projets de développement des 145 territoires dans les volets réhabilitation des routes et dessertes agricoles. Terminons ce tour d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation avec l'huile végétale de marque Regina de la société Palmco, dont le prix d'un bidon de 5 litres est resté stable sur les différents marchés de Kinshasa depuis la semaine dernière. Au marché de la Liberté, il coûte 20 000 francs congolais. Au marché Zikida, 21 000 francs congolais. Au marché Gambela, 20 000 francs congolais. Et enfin, au marché Matete, 5 litres d'huile végétale de marque Regina s'achètent à 20 500 francs congolais. Telles sont les tendances de prix de quelques produits alimentaires de grande consommation collectées par l'agence Galaxy Media au samedi 13 novembre 2021 sur les principaux grands marchés de la ville de Kinshasa. Sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo du vendredi 12 novembre 2021 a affiché un dollar américain à 1999,83 francs congolais, en euros à 2303,64 francs congolais, en francs CFA à 3,51 francs congolais et en rand, la monnaie sud-africaine, à 131,10 francs congolais. Au samedi 13 novembre 2021,
au parallèle cette fois-ci. Le taux variait entre 1990 et 2000 francs congolais le dollar américain dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Ndjili, la devise américaine s'est changée à 1950 francs congolais, 2000 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, sauf au supermarché Hyper Psaro où le billet vert se change à 2050 francs congolais et à 2033 francs congolais, le roi dollar précisément sur l'avenue Lukusa. Nous sommes là dans la commune de La Gombe. À Isiro, dans la province du Haut-Tuélé, un dollar a valu 1990 francs congolais. 2000 francs congolais, c'est le taux observé à Boma, dans le Congo central, à Gbadolité, dans le nord Ubangi, en Mbujimayi, dans le Kasaï oriental, et 2002 francs congolais, taux observé à Lubwefu, dans le Sankourou. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kisangani, dans la province de la Chopo, où un dollar américain a valu 2005 francs congolais. Terminons cette émission par les tendances des cours de principales matières premières qui affichent une volatilité sur le marché international au deuxième fixing du samedi 13 novembre 2021. Après la hausse de la première semaine du mois, les cours du brut à la deuxième semaine de novembre sont au rouge. Les barils de la mer du Nord est en baisse des 0,73% à Londres, se négociant à 82,4 $ américains. Baisse également des 0,59% du prix du brut léger américain West Texas Intermediate à New York, les barils se négociant à 80,68 $ américains. Selon le site prixdubaril.com, les prix du pétrole ont reculé vendredi, lestés par des données de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, OPEP, évoquant une croissance de la demande d'or noir moins forte que prévue en 2021 et par les rumeurs de prélèvements potentiels dans les réserves stratégiques américaines. Sur les marchés miniers, le prix de la tonne métrique du cuivre est resté en dessous de 10 000 à 9 850 $ américains, soit une baisse de 1,50%. En cette deuxième semaine de novembre, la tonne métrique du cobalt est à 59 210 $ américains, dans une stabilité à la hausse de 0,00%. L'once d'or est à 1864,27 $ américains, toujours à 0,00% depuis 33 semaines maintenant. Côté produits agricoles, la tonne du maïs s'est négociée à 577 $ américains en hausse de 1,47%. On sait également du prix de la tonne du riz de 1,91% pour se situer cette semaine à 13,91 $ américains. La tonne du blé, quant à elle, revient à 817 $ américains en hausse de 1,74%. La tonne du café est en forte hausse de 7,70% à 220 $ américains. La tonne du cacao est en baisse de 0,12%, se vendant à 2470 $ américains. Enfin, le coton a perdu 0,83% de sa valeur, la tonne se négociant à 118 $ américains. C'en est fini avec cette émission Fiscalité et Développement. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Un coucou particulier à tous nos téléspectateurs du Haut-Katanga, plus précisément de Lubumbashi.